Bonjour à tous. Les relations amoureuses ne sont jamais de simples histoires entre deux individus. Elles portent en elles l'écho d'une histoire plus ancienne, celle de notre enfance, de nos premiers liens, de nos expériences fondatrices avec les figures qui ont pris soin de nous. Le psychanalyste britannique John Bowlby, considéré comme le père de la théorie de l'attachement, a montré que les liens que nous formons dans nos premières années façonnent en profondeur la manière dont nous relions aux autres tout au long de notre vie. Avec sa collaboratrice, Mary Ann Strauss, il a décrit différents styles d'attachement: sécurisé, insécure évitant, insécure ambivalent et, plus tard, insécure désorganisé. Ces styles ne sont pas de simples étiquettes psychologiques. Ils traduisent la manière dont nous avons appris à rechercher la proximité, la sécurité, l'amour et parfois à nous en protéger. Dans la relation amoureuse adulte, ces traces réapparaissent souvent sous forme de blessures d'attachement. C'est précisément ce que développe Suzanne Dion dans ses travaux, en montrant comment les blessures anciennes, souvent inconscientes, se rejouent dans le couple. Elle explique que le partenaire devient parfois le miroir ou le déclencheur de nos insécurités profondes. À travers l'énéagramme, cette perspective s'enrichit. Chaque profil porte en lui des sensibilités particulières, qui viennent teinter la manière dont il vit ses blessures d'attachement. Comme l'a montré Claudio Naranjo, notre personnalité se construit aussi comme une stratégie de défense face à la peur de perdre l'amour et la sécurité. Ainsi, lorsque deux personnes se rencontrent, elles ne sont pas seulement deux adultes libres, elles portent aussi en elles un enfant intérieur avec ses manques, ses attentes, ses craintes. Le couple devient alors une scène où se rejouent ces scénarios précoces. Dans cet épisode, nous allons explorer, premièrement, les bases de la théorie de l'attachement et les blessures qui en découlent. Deuxièmement, comment ces blessures apparaissent dans la vie de couple. Troisièmement, les liens avec les profils de l'énéagramme. Quatrièmement, des pistes pour transformer ces blessures en chemin de croissance et de sécurisation. Première partie, la théorie de l'attachement, un cadre de compréhension. John Bowlby a étudié le lien fondamental entre l'enfant et sa figure d'attachement. Pour lui, ce lien est une nécessité biologique tout autant que se nourrir ou dormir. En effet, l'enfant cherche la proximité de l'adulte protecteur car sa vie en dépend. Mary Ann Strauss, à travers ses célèbres expériences de la situation étrange en 1978, a observé que les enfants réagissaient lorsqu'ils étaient séparés puis retrouvés avec leurs parents. De ces observations sont nés les styles d'attachement. Sécure. L'enfant explore librement puis se réconforte facilement à la réunion. Évitant. L'enfant semble indifférent, mais en réalité, il a appris à réprimer ses besoins de proximité pour éviter la déception. Ambivalent. L'enfant est anxieux, aussi entre désir de proximité et colère, traduisant une expérience d'imprévisibilité. Et désorganisé. L'enfant présente des comportements contradictoires, signe d'un environnement insécurisant ou traumatique. À l'âge adulte, ces styles se traduisent par des manières différentes d'aimer. Le style sécure tend à faire confiance et à gérer les conflits de manière constructive. L'évitant peut fuir l'intimité ou minimiser ses besoins affectifs. L'ambivalent peut demander une proximité constante et craindre l'abandon. Le désorganisé oscille entre besoin de fusion et peur de l'intimité. Ces manières d'aimer sont les racines des blessures d'attachement. Deuxième partie. Les blessures d'attachement dans le couple. Dans la vie de couple, les blessures d'attachement réapparaissent souvent de manière subtile. Par exemple, une peur d'abandon qui se traduit par de la jalousie, de l'angoisse ou des demandes excessives. Une peur de l'intrusion qui pousse à mettre de la distance ou à éviter l'intimité. Des réactions de colère ou de retrait face à la moindre déception. Suzanne Dion insiste. Ces blessures ne sont pas des défauts. Elles sont des traces de stratégies de survie relationnelle. Mais, si elles ne sont pas reconnues, elles deviennent des sources de conflits récurrents.
Quelques exemples concrets. Un partenaire a une tendance évitante, peut se sentir étouffé par les demandes d'attention de l'autre qui vit dans une angoisse d'abandon. Un partenaire ambivalent peut interpréter chaque retard ou silence comme une menace de rejet. Enfin, un partenaire désorganisé peut créer des dynamiques de rapprochement et d'éloignement qui déstabilisent la relation. Le couple devient alors un espace où les blessures s'activent mutuellement. Ce que l'on reproche à l'autre est souvent le miroir de nos propres insécurités. Troisième partie. L'énéagramme et les blessures d'attachement. La cartographie de personnalité de l'énéagramme n'est pas conçue spécifiquement pour décrire l'attachement, mais elle éclaire puissamment la manière dont chaque profil vit ses blessures. Quelques exemples. Le profil 2, sensible au rejet, pourrait attendre une reconnaissance constante de sa valeur affective. Son attachement pourrait être marqué par la peur d'être inutile. Le profil 3 pourrait chercher à mériter l'amour par ses réussites, ce qui le rend vulnérable au sentiment d'abandon si ses performances ne suffisent pas. Le profil 4 pourrait ressentir l'absence d'une blessure existentielle, craignant d'être incompris ou abandonné dans sa singularité. Le profil 6 pourrait rechercher sécurité et loyauté. Toute incohérence de l'autre réactive une angoisse d'abandon. Le profil 8 pourrait voir sa blessure d'attachement se traduire par une méfiance initiale, comme si la proximité représentait une menace. Le profil 9 pourrait redouter les conflits qui pourraient rompre le lien, quitte à se nier lui-même pour préserver la relation. On voit ici combien l'énéagramme permet d'affiner la compréhension des blessures en ajoutant la couleur spécifique de chaque profil. Quatrième partie. Transformer les blessures en chemin de croissance. La bonne nouvelle est que les blessures d'attachement ne condamnent pas une relation. Elles peuvent devenir des occasions de croissance si elles sont reconnues et travaillées. Quelques pistes pratiques. Premièrement, nommer ses blessures. Dire je me sens abandonné ou je crains de perdre ma place plutôt que de reprocher à l'autre. S'intéresser à la communication non violente. Distinguer entre besoin et demande, comme le propose Marshall Rosenberg dans Les mots sont des fenêtres. Créer des rituels sécurisants, des moments réguliers de connexion, des gestes de réassurance. Travailler sur soi, reconnaître que le partenaire n'est pas une source de la blessure, mais son révélateur. Chercher l'équilibre. Un évitant peut apprendre à tolérer davantage de proximité, un ambivalent à se rassurer autrement qu'en exigeant, et un désorganisé à développer la confiance graduelle. Esther Perel rappelle que l'intimité n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle se construit, elle se perd, se retrouve. La conséquence des blessures permet de transformer ce qui semblait être une menace en opportunité de créer plus de profondeur et plus de confiance. Conclusion. Les blessures d'attachement ne sont pas des anomalies. Elles sont des héritages relationnels qui s'expriment dans le couple. Les ignorer, c'est risquer de répéter sans fin les mêmes conflits. À l'inverse, les reconnaître, c'est ouvrir la voie à une relation plus consciente, où chacun prend la responsabilité de ses insécurités et apprend à sécuriser l'autre sans se sacrifier. Grâce aux apports de la psychologie de l'attachement, de l'énéagramme et de la psychothérapie relationnelle, le couple peut devenir un espace de guérison mutuelle, un espace où l'on cesse de se reprocher nos blessures pour apprendre à les accueillir et parfois à les réparer ensemble. Merci pour votre écoute.